Le gouvernement a dépêché des ministres à Bouna, dans le nord du pays, après les affrontements entre Peul et agriculteurs qui ont coûté la vie à 17 personnes et fait de nombreux blessés. Objectif, faire baisser la tension. Une usine de fabrication de mayonnaise d'une capacité de 10 000 tonnes par an a été inaugurée par le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Le projet a nécessité 6 milliards de francs CFA d'investissement. Un incendie a détruit une partie d'une usine de fabrication de mousse à la zone industrielle de Yopougon. Aucune perte en vie humaine. Les faits vous seront relatés dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Des ministres sont à Bouna, dans le nord-est du pays, depuis quelques heures pour faire baisser la tension née du conflit entre éleveurs et agriculteurs. Un conflit qui a fait jeudi 17 morts et 39 blessés, un bilan provisoire. La délégation est conduite par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'Indemnisation, le professeur Mariatou Kone. Le reportage de Douadé Lazer. Le marché saccagé, voici le visage que présente la ville de Bouna ce samedi 26 mars 2016, des séquelles de l'affrontement entre les communautés Lobi, Peul et Koulango, causant à ce jour 17 morts et 39 blessés selon les autorités préfectorales. Le conflit est survenu suite à une mésentente entre les cultivateurs Lobi et les éleveurs Peul, en témoignent certains habitants. Les Dozo Lobi se plaignaient comme quoi les éleveurs laissaient les bœufs aller attaquer les champs. C'est après avoir tué les gens, avec la vengeance, la colère, c'est là que le feu est arrivé au marché. Les jeunes ont mis le feu. Pour amener le calme dans la ville, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux. Elle a rencontré le roi des Koulango et le chef des lobbies qui exhortent tous les populations belligérantes à l'apaisement et à la retenue pour la cohésion sociale entre ces peuples. Sans chercher à savoir qui a raison, qui a tort, nous sommes venus éteindre le feu dans la maison de Bunkani. Ces familles endeuillées, ces blessés, ces personnes qui ont perdu des biens matériels. C'est vraiment la compassion de l'État à toutes ces personnes-là et profiter pour lancer l'appel au calme, à l'apaisement, afin que les populations réfugiées puissent regagner leur domicile. En tant que chef de la communauté, si je leur dis de ne plus répéter ce acte-là, rien ne va se passer. Je leur dirai de laisser la violence et ils vont laisser. On a vécu jusqu'à présent en parfaite harmonie. Je demanderai aux uns et aux autres vraiment que nous continuions à aller dans ce sens-là pour le développement de notre région. Que toutes les agressivités vraiment s'arrêtent. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Le calme semble revenu dans la ville, mais le commerce reste encore fermé depuis 3 jours. Les populations sont retranchées dans leurs familles en attendant le règlement définitif du conflit entre ces peuples qui cohabitent ensemble depuis des années. Il y a aussi eu des morts en Belgique mardi dernier. Cette fois-ci, c'est le terrorisme qui a frappé au cœur de l'Europe. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, est allé à l'ambassade de Belgique en Côte d'Ivoire apporter le soutien du gouvernement au peuple belge. Le reportage de Thomas Guissambi. Quand Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien, se rend à l'ambassade du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire, c'est pour traduire à ce royaume ami et frère toute la compassion du gouvernement ivoirien. Un gouvernement et tout son peuple qui n'ont pas encore fini de digérer la désolation causée par le même fléau du siècle, le terrorisme qui vient de frapper le Royaume de la Belgique. La Côte d'Ivoire, qui a été récemment prise pour cible par le terrorisme, condamne avec la plus grande fermeté ces ignobles attentats et assure le gouvernement belge de sa compassion et de sa totale solidarité. Notre pays se tient aux côtés de la Belgique et de toutes les nations concernées pour combattre la sauvagerie et la dictature que les terroristes veulent imposer au monde. En retour, Hugues Chartry, ambassadeur du Royaume de Belgique près la Côte d'Ivoire, dit se sentir réconforté, mais au-delà de lui, tout le peuple belge. Les miens peuvent comprendre aujourd'hui les Ivoiriens dans leur douleur, dira-t-il avant d'évoquer la question de conjugaison des efforts pour venir à bout du mal du siècle.
Un peu plus d'un an après la pose de la première pierre de l'unité de production et d'emballage de mayonnaise, l'usine de fabrication de mayonnaise d'une capacité de 10 000 tonnes par an vient d'être inaugurée en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La nouvelle unité industrielle est située à Vridi. Le projet a nécessité 6 milliards de francs CFA d'investissement. Thomas Gessambi nous explique comment la filiale entend assurer 100% de son approvisionnement au niveau local. 18 mois après, Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement ivoirien, retourne dans cette enceinte agro-industrielle. Cette fois pour des inaugurations. Tout d'abord l'usine de production de mayonnaise, véritable projet de développement durable. D'un coût de réalisation de plus de 6 milliards de francs CFA, la nouvelle mayonnaiserie devrait offrir au moins 15 000 emplois, au dire de Bruno Wittvoet, président Unilever Afrique. Nos plans vont bien au-delà de la simple production de mayonnaise et prennent également en compte deux autres objectifs de la Banque africaine de développement, en l'occurrence nourrir l'Afrique, mais aussi améliorer la vie des communautés locales. Nous souhaitons garantir à terme l'approvisionnement local de deux ingrédients clés à la réalisation d'une très bonne mayonnaise. Il s'agit de l'huile de soja et de jaune d'œuf. Daniel Kablan-Duncan ne peut être qu'heureux de voir de cette façon se dessiner la volonté du président de la République, celle de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays par l'industrialisation. Dans le projet du président de la République, le deuxième grand axe, c'est la transformation industrielle donc, de ce pays. L'industrie occupe une place de choix. Vous voyez, il faut transformer toutes nos matières premières, notamment le café, le cacao, mais aussi les autres produits, genre maïs, soja, etc. Et je crois que c'est un exemple qui va aider donc d'autres unités à suivre, disons que cette filière intégrée. Voilà, je voulais dire, félicitations donc au groupe Unilever. En plus de la nouvelle usine de production de mayonnaise, le groupe veut aussi accroître sa capacité de production de poudre à laver. Une volonté traduite en actes concrets de réalisation d'unités de production capables de répondre aux besoins du marché ivoirien et sous-régional. La Pâque sera célébrée demain, mais le peuple baoulé a déjà commencé les festivités de Paquinou régional 2016 dans le Bélier à Yamoussoukro. Plus d'1 million de personnes se sont rendues dans le centre du pays et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan y est allé aujourd'hui à Yamoussoukro toucher du doigt cet événement culturel. Paquinou du Bélier 2016 a pour thème cohabitation historique et foncier rural, comment préserver la cohésion entre les peuples. Paquinou Bélier 2016 est dans sa phase active. Le parrain des festivités, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour soutenir le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio et la population du Grand Centre. Le concept Paquinou Bélier se veut le cadre par excellence de l'expression culturelle et religieuse du peuple baoulé qui fait de ces retrouvailles le creuset de la cohésion sociale pour un développement harmonieux. Prenant la parole, le concepteur de Paquinou Bélier, le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio, tout en remerciant ses hôtes, traduit avec justesse cette vision de Paquinou pour fraterniser. Au nom de tous mes frères et de toutes mes sœurs, je voudrais exprimer ma gratitude, ma profonde gratitude à son Excellence, le président Alassane Ouattara, et tout son gouvernement pour les initiatives fortes engagées en faveur du développement économique, culturel, touristique de toutes nos régions. Des danses venues de toutes les régions du pays, tout comme ces chefs traditionnels du Nord et du Centre-Ouest, symbole de cette symbiose impulsée par Paquinou Bélier, n'ont pas échappé au parrain des festivités, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Tout en confortant la tradition d'hospitalité bien établie au niveau du peuple baoulé, Paquinou régional apparaît comme un hymne à l'amitié, un appel à la tolérance et au pardon, un refus du repli sur soi. C'est ce qui fait son originalité et qui l'inscrit harmonieusement dans l'idéal de paix, de cohésion sociale, de réconciliation nationale, prôné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait du vivre ensemble un élément essentiel de la Côte d'Ivoire actuelle.
À cet important rendez-vous que constitue Pakinon Bélier 2016, il est à noter la présence de l'ex-président du Burundi, Pierre Buyoya, son épouse, des ambassadeurs, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Aïchatou Mindaoudou. Le peuple baoulé a investi les gares routières depuis hier. Célébration de Pâques qui nous oblige, vous venez de le voir. Il est difficile de se frayer un chemin dans ces gares et qui dit beaucoup de monde, dit beaucoup d'ordures à gérer. L'Agence nationale de la salubrité urbaine en a conscience. Elle a lancé l'opération propriété des gares. Pendant cette période, des responsables de la Nature étaient même dans les gares routières de la commune de Yopougon et d'Adjamé pour sensibiliser les voyageurs sur l'importance d'un cadre de vie sain. Le reportage de Paragasso Okoni. Un agent de l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASU en pleine sensibilisation dans ce cas en partance pour Boaké. Voyageurs, chauffeurs, convoyeurs sont interpellés sur l'importance d'assainir le cadre de vie, surtout l'intérieur des cars et les gares routières. Cette campagne de sensibilisation initiée par l'ANASU s'inscrit dans le cadre de l'opération spéciale propriété des gares routières. Nous savons qu'actuellement c'est les fêtes de Pakinou et donc toutes les gares routières sont remplies de voyageurs. C'est en cela que nous avons décidé de faire une sensibilisation juste pour que les gares soient un peu plus propres. Passagers et responsables des gares routières de Yopougon et d'Adjamé sensibilisés saluent la démarche. C'est bien parce que c'est la propreté de la ville. Quand il y a la propreté aussi, on a la santé. La santé, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. Ce que moi je peux conseiller, c'est de sensibiliser aussi les transporteurs, c'est-à-dire les propriétaires des cars, de prendre soin de mettre des petits paniers dans les allées des cars pour permettre aux usagers de mettre les ordures dans ces paniers. Il y avait des poubelles dans les cars et ça cause les passagers eux-mêmes qu'il n'y a plus de poubelles dans les cars. Ils utilisent les poubelles, ils les jettent, ils les cassent. Selon les responsables de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, toutes les compagnies de transport sont concernées par cette campagne de sensibilisation. Plusieurs gares routières du district d'Abidjan seront visitées par les agents de la NASU durant tout le mois d'avril. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique veut contribuer au bien-être social des Ivoiriens. Elle a octroyé un prêt de 7 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le financement partiel du projet de construction et d'équipement du centre hospitalier régional de Yopougon. La signature de l'accord de prêt a eu lieu au plateau. Cet appui de la BADEA vise à soutenir le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Christelle Nda, Francis Boifou. Environ 7 milliards de francs CFA. C'est le montant du prêt octroyé à la Côte d'Ivoire par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Par la signature de cet accord, la BADEA participe à la mise en œuvre du projet de construction et d'équipement du centre hospitalier régional de Yopougon. Compte tenu de l'importance que revêt ce projet au titre du développement économique et social de la République de Côte d'Ivoire, nous sommes sûrs que les autorités concernées, et en particulier le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, prendront toutes les dispositions nécessaires pour sa réalisation. Je voudrais rassurer M. le directeur général et son équipe quant à la bonne utilisation de ce financement. Il me plaît par ailleurs de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour inviter la BADEA à continuer à nous accompagner dans le cadre de nos priorités de développement. Ce projet répond à un seul objectif, offrir aux Ivoiriens un meilleur environnement de santé. À cela s'ajoutent de grandes innovations pour les malades du rein. Nous avons donc choisi, en termes de spécialité, d'ajouter une unité de greffe rénale et d'hémodialyse à ce centre hospitalier régional. Nous sommes dans cette dynamique, c'est-à-dire faire en sorte aujourd'hui que chaque infrastructure sanitaire que nous construisons, en annexe, que nous ayons une spécialité. Ce énième accord démontre la volonté de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, d'accompagner le plan national de développement. À ce jour, la banque a financé en Côte d'Ivoire, tous secteurs confondus, environ 78 milliards de francs CFA. Dorénavant, hommes d'affaires et opérateurs économiques vont devoir régler leurs litiges devant la Cour d'arbitrage d'Abidjan. Une loi a été adoptée en janvier à cet effet. L'idée est de promouvoir la médiation commerciale, un moyen qui permet aux différentes parties de trouver librement la meilleure solution aux conflits qui les opposent. Francis Boifou revient sur l'implication et les avantages liés à la nouvelle loi sur la médiation en affaires. La nouvelle loi sur la médiation invite les opérateurs économiques à épuiser
les voies d'un règlement amiable à la Cour d'arbitrage d'Abidjan-Kassi avant la saisine éventuelle des tribunaux de commerce. Cela devient une obligation parce que tout opérateur économique qui n'aura pas fait va se retrouver devant un tribunal qui se déclarera incompétent parce qu'il n'y a pas eu de règlement préalable. La médiation commerciale permet de désengorger les tribunaux et d'améliorer l'environnement des affaires, selon le président de la Kassi. Les opérateurs économiques gagnent du temps, c'est pas cher du tout. Les parties elles-mêmes sont proches de leur dossier, parce que ce sont les parties elles-mêmes qui choisissent le médiateur chargé de régler leurs conflits. Si elles veulent que la procédure dure une semaine, le médiateur se chargera de trouver une solution en une semaine. La durée est vraiment plus courte que les tribunaux. Ça prend de une semaine, 6 mois maximum. Malgré les avantages liés à la médiation, la Cour d'arbitrage d'Abidjan reçoit 25 dossiers par an depuis 2014. Très peu, selon les responsables de cette institution. Pourtant, l'État a pris des mesures pour réduire les coûts des prestations des médiateurs. Un litige d'1 milliard va vous coûter 2 500 000 francs. C'est que la Kassi a les tarifs les moins chers de la sous-région. Un représentant d'une cour d'arbitrage de Cameroun est passé ici il y a un mois. Il a dit, mais comment vous pouvez gagner votre vie avec des tarifs aussi bas? Ce n'est pas possible. On a dit qu'ici, il y a une autre philosophie, c'est de ne pas surcharger les opérateurs économiques avec des coûts relativement élevés. La cour d'arbitrage d'Abidjan-Kassi est logée dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. La saisine de cette cour, la Kassi, se fait avant ou après la survenance du litige. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste veut mener la lutte contre le terrorisme à travers la lutte contre la cybercriminalité. Il a initié une formation pour permettre aux forces de l'ordre et autres décideurs de parer à toute attaque via Internet et analyser les initiatives de coopération en vue d'éviter ces attaques. Mieux cerner les modèles de coopération nationaux et internationaux pour endiguer la cybercriminalité et lutter efficacement contre le terrorisme. C'est l'intérêt de cette formation initiée par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. 2 ou plusieurs pays qui décident de partager un certain nombre d'informations ensemble. Ça peut se limiter à un pacte de non-agression, tout simplement pour dire on ne s'attaque pas. Ça peut être aussi un autre modèle de coopération intégrée, c'est-à-dire qu'on met les personnels ensemble, on met des outils ensemble, on met des processus ensemble pour partager l'information, analyser les menaces et savoir comment se défendre par rapport à cela. Officiers de police, gendarmes, universitaires, décideurs politiques, régulateurs, juristes, acteurs du secteur privé. Tous saluent cette formation dont le but principal est de lutter contre toute attaque à partir des TIC. Participer à une telle plateforme d'échange permet donc de nous nourrir de ce qui se fait déjà sur le terrain, mais aussi faire un retour de nos expériences pour enrichir le débat et puis faire évoluer la réflexion. Cette réflexion porte sur les attaques via Internet et surtout celles commises par les terroristes. Sur le sujet, le gouvernement ivoirien multiplie les actions pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Des experts africains et internationaux partagent leur expérience en matière de régulation du secteur des TIC en Afrique. Ils mènent des réflexions au 15e Forum sur la régulation des télécommunications avec comme thème « Problèmes liés à la réglementation dans une société de l'information sans frontières ». Le reportage de Justine Saïdjiki. Les technologies de l'information et de la communication s'imposent aujourd'hui à tous et dans tous les secteurs d'activité, entraînant la création de richesses et de métiers nouveaux. On parle désormais d'économie numérique. La Côte d'Ivoire y a résolument souscrit. Nous avons dépassé le seuil de 100% de taux de pénétration en téléphonie mobile. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 8 millions d'internautes en Côte d'Ivoire, là où nous étions seulement à 200 000 avant l'avènement de la 3G. C'est également l'essor important qui a été pris par le mobile money. Puisque nous sommes aujourd'hui au-delà de 15 milliards de francs CFA de transactions journalières. Nous avons 7 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. Et c'est également tous les nouveaux métiers qui offrent de plus en plus d'emplois en Côte d'Ivoire à nos jeunes.
Dans ce monde numérique, l'Afrique a besoin de s'affirmer, d'où le projet Smart Africa qui, 6 mois après sa mise en œuvre, donne des résultats satisfaisants. Ce que nos pères fondateurs ont voulu mettre en œuvre à l'indépendance du continent, et c'est ce que nous allons pouvoir atteindre grâce aux technologies de l'information et de la communication. Parce qu'il y aura beaucoup plus de mouvements des hommes, il y aura beaucoup plus de business dans le continent africain et il y aura plus d'intégration. Ce secteur florissant du numérique doit être bien encadré pour une meilleure gestion des TIC en Afrique. Le 15e forum sur la régulation des télécommunications, TIC en Afrique, qui se tient en Côte d'Ivoire, est le lieu d'échange et d'expérience en matière de régulation du secteur. Le forum réunit durant 2 jours des experts nationaux, des pays africains et internationaux, des entreprises de télécommunications et des associations de consommateurs autour du thème « Problèmes liés à la réglementation dans une société de l'information sans frontières ». Plus de 300 participants ont échangé sur des thématiques se rapportant à la gestion des ressources en eau. C'était lors de la 2e édition de la Semaine nationale de l'eau de Côte d'Ivoire. La sensibilisation a aussi été menée lors de cette semaine en vue de permettre un accès équitable à l'eau potable. De l'eau de Côte d'Ivoire, tenu en marge de la Journée mondiale de l'eau, a pris fin le jeudi dernier. Plus de 300 participants à cette semaine ont échangé sur les questions liées à la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. En marge des travaux, des sorties de terrain sur le bassin du Gourou, au centre des métiers de l'eau d'Adiopodomo au PK17, visite de la lagune Ébrié et du Banco, sujet à des actes de pollution. Au Banco, là, il y a des gens qui lavent des sachets. Chaque fois, on leur dit de ne pas faire, mais ils le font. Ils le font, mais nous, on va aller vraiment vers eux. Ça peut être catastrophique. Donc, on a demandé aux responsables de voir ce problème-là aussi. Quelques recommandations, notamment l'accélération de la signature des décrets d'application du Code de l'eau relatif à l'autorité nationale de l'eau et une étude sur les opportunités d'emploi et de création de richesses dans le secteur d'eau ont mis fin aux travaux de la 2e édition de la Semaine nationale de l'eau de Côte d'Ivoire. Sachez qu'un incendie a détruit une partie d'une usine de fabrication de mousse à la zone industrielle de Yopougon. Aucune perte en vie humaine, Franck Quadio nous relate les faits. Fumée opaque bien visible sur la voie menant à la zone industrielle de Yopougon. Elle provient d'une usine en proie aux flammes. À l'intérieur de cette usine de fabrication de mousse et matelas, c'est le branle-bas. Déclenché à 10h48, le feu a ravagé tout un magasin d'entrepôt de tissus de revêtement. Les sapeurs-pompiers arrivés à point, des bonnes volontés, les travailleurs de l'usine se sont mis à la tâche. 2 heures plus tard, aucun blessé ni de perte en vie humaine. Les efforts ont payé, non sans difficulté. L'une des difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est l'absence des hydrants. Les potins d'incendie, les bouts d'incendie n'étaient pas à notre portée. On a été obligé de faire des tours à longue distance, ce qui a retardé réellement l'installation du feu, surtout qu'il y avait des embouteillages au niveau de la zone industrielle qui ont bloqué les engins lors de leur évacuation sur les lieux. Préjudice énorme, mais difficile à chiffrer dans l'instant, et des responsables décontenancés. Quant à l'origine de l'incendie, les enquêtes étaient en cours selon des sources policières au moment où nous quittions les lieux vers 14 h. Les femmes de Grand Laou pourront désormais stocker leurs produits de pêche dans un hangar qui abrite une plateforme technologique de transformation de ces produits. Ce hangar vient d'être inauguré par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Le reportage de Thomas Guissambi. Une question de temps pour que Grand Laou soit une destination privilégiée en matière de pêche et activités connexes. La matérialisation de cette volonté gouvernementale se dessine. Brafédon devrait abriter en ces lieux un débarcadère, un véritable village moderne de pêcheurs avec l'expertise marocaine. Ce projet viendra compléter déjà l'existant, une formation à côté, et ça servira pour améliorer le niveau de vie des pêcheurs et des personnes qui vont travailler au niveau du site.
Mais en attendant la livraison de l'infrastructure qui devrait faire toute la différence, les marailleuses du département, elles, peuvent déjà se réjouir. Elles bénéficient d'un hangar offert par le maire de la commune et équipé de fours améliorés par le ministère des Ressources animales et halieutiques et ses partenaires tels la FAO. Ce four que vous avez peut fumer plus de 3 tonnes de poissons par jour. Avec le poisson, on a fait des gâteaux, on a fait des pâtés, on a fait toutes sortes de produits que nous pouvons consommer immédiatement sans moyen d'aller à la maison pour préparer. Pour les bénéficiaires, c'est tout simplement un soulagement. On avait tellement besoin, nous allons prendre soin de ces joyaux, nous allons fumer et faire de la bonne qualité pour toute la population. Projet réussi pour la FAO qui ne compte pas s'arrêter à ce seul niveau. C'est une dynamique qui va continuer pour tout le territoire national ivoirien, réduire au niveau des ressources halieutiques les pertes après capture, mais aussi saisir l'opportunité de l'expérience dans les ressources halieutiques pour assainir aussi au niveau du secteur des ressources animales. Venu accompagner son collègue du gouvernement à Grand Laou, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle y voit un intérêt pour son département. Il est donc nécessaire, important que les pêcheurs qui vont s'installer aient la formation et que nos jeunes qui sortent de l'établissement qui est juste à côté puissent venir s'imprégner, faire des stages et aussi bénéficier du savoir-faire de ceux qui sont sur le terrain. Dans le développement des activités de pêche telles que prévues, Grand Laou peut se réjouir de voir le début de réalisation d'un rêve longtemps caressé, l'ouverture de l'embouchure. Le parti unifié, les prochaines législatives et le référendum sur la modification constitutionnelle, ces questions étaient au cœur de la rencontre entre le secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation, de la logistique et du maintien de l'ordre et les populations de la région du Cavali. Abou Sanogo nous explique ce qu'ils se sont dit à Taï, Bloléquin, Guglo et tout le Pleu. Le secrétaire général adjoint du RDR, le Rassemblement des Républicains, peut se féliciter de la vitalité de son parti partout où il est passé dans le Cavali. Les cadres et autres élus qui animent le parti le font bien et tiennent la base. L'émissaire du Rassemblement des Républicains dans le Cavali, dans ses échanges, s'est appuyé sur le travail du président Alassane Ouattara en vue de conduire le pays à l'émergence à l'horizon 2020 pour demander aux militants de rester toujours mobilisés dans un environnement politique durablement stable avec un parti de la coalition unifiée, une assemblée nationale qui le soutient et une constitution dépourvue d'articles confligènes. Le parti du RHDP vont être dans un parti unifié. On a déjà donné le nom. Le nom c'est RHDP. Vous avez donné au président le pouvoir d'être président de la République. Vous n'avez pas vu donner l'Assemblée nationale parce que pour commander, pour travailler, il faut qu'il ait l'Assemblée nationale. La constitution là, il y a des paroles dedans, il y a pas là dedans. Dans des paroles, le texte est là, mais il y a des petits points là, il n'y a pas là dedans. Le président dit, je vais enlever les petits points là qui sont dedans. Pour que le papier là soit bien, et comme ça, il ne va plus avoir palabre en Côte d'Ivoire. Ce message de paix et de développement a été bien reçu par les leaders communautaires qui l'ont exprimé par des actes chargés de symboles à Guiglo et à tous les Pleux. Prochaine étape, la région d'Iguémont. Sachez que le président du Conseil national de la presse, le CNP, était face à la presse. Raphaël Lapouille est venu parler de la cérémonie de récompense des meilleures entreprises de presse qui aura lieu en avril prochain. Le président du comité scientifique du prix CNP de l'excellence, Samba Koné, a profité de l'occasion pour annoncer les critères pour être nominé à ce prix. La conférence de presse a eu lieu en présence de Herman Niamia. Les 2 meilleures entreprises de presse qui se seront distinguées l'année 2015 vont être primées le 1er avril prochain à l'occasion de l'édition 2016 du prix CNP d'excellence. Selon le président du Conseil national de la presse CNP, ce prix vise à encourager les entreprises de presse qui font l'effort de respecter l'éthique, la déontologie et aussi le cahier des charges. Un appel aux journalistes et patrons de presse sur la façon de traiter et de présenter l'information et la façon de gérer l'entreprise de presse.
il est essentiel d'y mettre tout le professionnalisme et la rigueur qui sied. Le président du comité scientifique a donné au cours de cette conférence de presse les critères pour être nominé au prix CNP d'excellence. On a des critères éditoriaux et des critères managériaux. Les critères éditoriaux, c'est tout le respect de l'éthique et de la déontologie. Maintenant, on a les critères managériaux. Si l'employeur est inscrit, si l'employé est inscrit à la CNPS, si les cotisations sont versées effectivement à la CNPS, si les salaires conventionnés sont régulièrement payés, si le journal paraît régulièrement sur le marché, si le journal n'a pas été suspendu au moins 2 fois dans l'année. Que gagne le lauréat du prix CNP d'excellence? À cette question, Samba Kone a fait cette précision. L'entreprise lauréate de ce prix-là, que le personnel qui travaille dans cette entreprise ressente cela. Donc c'est vraiment améliorer l'environnement rédactionnel de l'entreprise qui aura été lauréate pour que les collaborateurs de cette entreprise sachent que leur effort au moins a eu un prix et ce prix a eu un impact sur leur environnement. Comme innovation pour cette édition 2016, un prix d'encouragement sera attribué à l'organe de presse qui se sera distingué par la publication des grands genres journalistiques tels que les grands reportages, les enquêtes et les grandes interviews. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.